Ok, alors on a déjà un cours de retard et il nous en manque encore deux, donc bon, on va faire ce qu'on peut. Hier, dans le courant d'un exercice, on avait été amené à calculer l'énergie cinétique totale. C'était quoi d'ailleurs? On a écrit un théorème de Koenig hier, je ne sais plus à quelle occasion. En tout cas, donc on va voir ça. Théorème de Koenig. Ouais. Alors il y en a deux, un sur l'énergie, un sur le moment cinétique. Donc l'idée, la philosophie de la chose, c'est que quand on a un solide en mouvement, ou même un système mécanique en mouvement, ça peut être un ensemble de corps, on peut en quelque sorte séparer le mouvement du centre de masse et le mouvement du système dans le référentiel du centre de masse. Donc je vais commencer par définir peut-être le référentiel du centre de masse. Eh bien, c'est un référentiel dans lequel le centre de masse est au repos. Donc c'est un référentiel attaché au centre de masse. On va noter R étoile. On fait ça comme ça. Des fois, on note R CDM comme centre de masse. Voilà. R étoile, disons. Donc G est au repos dans R étoile. Et vous noterez que fixer un point, ça ne fixe pas un référentiel. Il faut aussi fixer des directions. Vous pouvez avoir, par exemple, prenons un disque qui tourne. Donc je suppose que le plan du tableau est un référentiel galiléen. Voici un disque qui tourne autour de son centre de masse, G ou O, si c'est homogène. Vous avez une infinité de référentiels dans lesquels le point G est au repos. Il y a celui du tableau, il y a celui qui tourne avec le disque, et puis il y a celui qui tourne à n'importe quelle vitesse angulaire autour du point G. Donc dire que le point G est au repos dans le référentiel, ça ne caractérise pas entièrement le référentiel. Alors, quand il existe un référentiel donc, quand il existe un référentiel dans lequel G est au repos et qui est galiléen, alors on prend celui-là. Référentiel galiléen, c'est possible. Donc, par exemple, si le plan du tableau constitue un référentiel galiléen, que vous avez un corps qui tourne, on va prendre comme référentiel du centre de masse pas celui qui tourne, celui qui a des axes fixes dans le référentiel galiléen. Alors ce référentiel, donc s'il y en a un galiléen, on prend celui-là. S'il n'y en a pas un galiléen, par exemple, si vous avez le centre de masse qui a un mouvement accéléré, par exemple je prends un corps puis je le lance. D'accord ? Donc là, le référentiel, enfin, il n'y a aucun référentiel dans lequel le centre de masse est fixe qui soit galiléen, puisque le centre de masse lui-même est accéléré. Donc, il n'existe pas de référentiel galiléen dans lequel G est au repos. Donc, si possible, référentiel galiléen. Si pas possible, alors on prend le référentiel dont les axes sont fixes, c'est-à-dire la direction des axes est fixe par rapport à un référentiel galiléen. Donc il y a une infinité de référentiels dans lesquels le point G est fixe. Tous les référentiels attachés à G, mais qui tournent dans toutes les directions, à toutes les vitesses possibles, enfin autour de tous les axes possibles, on prend celui
dont la direction des axes dont la direction des axes est fixe par rapport, enfin, dans un référentiel galiléen. C'est-à-dire que, mis à part l'accélération du point G, c'est galiléen. Donc c'est pas galiléen forcément, mais c'est pas galiléen juste parce qu'il y a une accélération du point G, mais le référentiel est en translation par rapport à un référentiel galiléen. Donc ça ne tourne pas par rapport à un référentiel galiléen. Donc c'est pas celui qui tourne là par exemple. On prend celui qui est... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non? Moyen? Non. Ah, bon. Alors, comment je vais expliquer ça? En fait, en gros, c'est qu'on n'a pas de prendre de référentiel galiléen. Pour ces objets-là, on prend juste un référentiel. Si je fais ça, ouais. Effectivement, il n'y a pas de référentiel galiléen dans lequel G est fixe. Parce que G a un mouvement accéléré. Moi, je suppose qu'évidemment que la salle est un référentiel galiléen, d'accord, on approxime comme ça. À ce moment-là, les référentiels galiléens sont des référentiels en translation uniforme par rapport à ce référentiel galiléen de base, d'accord, de référence. Donc si le point G est lui-même accéléré dans un référentiel galiléen, il n'y a pas de référentiel galiléen dans lequel G est au repos. Si vous attachez un référentiel au point G, prenez trois axes liés au point G, jamais ce référentiel va être galiléen. Ça, vous êtes d'accord? Ouais. Par contre, mais en fait, même si vous avez, donc, par exemple, ce disque-là, ce disque qui tourne sur lui-même dans un référentiel galiléen, le point G est au repos dans le référentiel galiléen. Mais le référentiel tournant, celui qui tourne avec le disque, n'est pas galiléen, puisqu'il n'est pas en translation uniforme par rapport au référentiel galiléen. Il y a une accélération de plein de points du référentiel, sauf le point G en l'occurrence. Donc, il ne suffit pas que le point G soit au repos pour que le référentiel dans lequel G est au repos soit galiléen. S'il tourne, il n'est pas galiléen. Donc, celui qu'on appelle le référentiel du centre de masse, c'est un référentiel attaché au point G, c'est-à-dire dans lequel le point G est au repos, mais dont les axes ne tournent pas par rapport à un référentiel galiléen. Donc par exemple, voilà, je prends ce mouvement-là, le référentiel du centre de masse, c'est celui qui est attaché au point G, enfin c'est celui dans lequel G est au repos, et dont les axes sont fixes par rapport à la pièce, considéré comme un référentiel galiléen. Donc c'est parce qu'il y en a plein de référentiels dans lesquels G est au repos. Il y a celui de l'effaceur là. Celui-là, c'est pas le référentiel du centre de masse, parce qu'il tourne en plus par rapport au référentiel. Donc celui du centre de masse, c'est celui qui a les mêmes axes, enfin, dans lequel les axes sont fixes par rapport à la pièce. Par exemple, vous prenez un repère dans ce référentiel, qui sera le point G, cet axe-là, celui-là et celui-là. Ça définit un référentiel, et dans ce référentiel, le corps est en train de tourner. D'accord? Donc le référentiel du centre de masse, c'est celui qui a les mêmes axes qu'un référentiel, c'est-à-dire c'est celui qui ne tourne pas par rapport à un référentiel galiléen, on va le dire comme ça. Donc, référentiel qui ne tourne pas par rapport à un référentiel galiléen. C'est-à-dire que le vecteur rotation du référentiel du centre de masse par rapport à un référentiel galiléen, n'importe lequel, puisqu'ils sont tous en translation uniforme les uns par rapport aux autres, donc si le référentiel ne tourne pas par rapport à un référentiel galiléen, il ne tourne par rapport à aucun référentiel galiléen. Donc, le vecteur rotation du référentiel du centre de masse par rapport au référentiel galiléen, c'est 0. Et il est attaché, et le centre de masse est fixe dans ce référentiel-là. Voilà, donc ça définit le référentiel du centre de masse. C'est plus clair comme ça?
Ouais. Ok, alors, la philosophie des théorèmes de Koenig, c'est de dire que justement, quand je fais ça, là, je peux... Donc c'est un mouvement un peu compliqué, mais je peux le simplifier considérablement en considérant d'abord le mouvement du point G, et le mouvement du point G, c'est trivial. J'ai lancé le corps avec une certaine vitesse vers le haut. Pour le point G, l'équation du mouvement, c'est masse totale du corps, dvg sur dt égale somme des forces, c'est-à-dire mg. Je néglige les frottements de l'air. Par conséquent, gvg qui vaut v0 moins gt. D'accord, juste j'intègre ça. Hein. Plus gt, pardon. Excusez-moi. D'accord, ça va pour tout le monde? Oui. Et donc, voilà, j'ai la vitesse à chaque instant, c'est complètement trivial, et j'ai la position à chaque instant aussi. RG, la position du point G, c'est-à-dire OG, si vous voulez. Voilà. OG en fonction du temps, eh bien, c'est OG0, là d'où on est parti, plus V0T, plus 1 gt. Okay. Donc, quand je fais ça, ça a l'air d'être un mouvement super compliqué, parce que il y a des points qui... Enfin, bon, bref, ils font des choses différentes, mais le point G, il a un mouvement complètement trivial. C'est comme si c'était juste un point que je lance et puis qui retombe. Et donc, la philosophie, c'est distinguer le mouvement du point G et le mouvement du corps dans le référentiel du centre de masse. Or, dans le référentiel du centre de masse, que fait le corps? Eh bien, il ne fait que tourner sur lui-même. D'accord? Le fait qu'il tourne autour d'un axe qui bouge, ok, soit. Mais dans le référentiel du centre de masse, le corps ne fait que tourner sur lui-même. À quelle vitesse? À quelle vitesse angulaire? À la même que celle à laquelle je l'ai lancé. Ça ne varie pas, puisqu'en fait, il n'y a aucun moment qui fait varier ce sigma. Donc ce mouvement-là, il est complètement trivial, en fait, dès lors qu'on le décompose en le mouvement du centre de masse et une pure rotation à vitesse constante, vitesse angulaire constante, dans le référentiel du centre de masse. Si je ne fais pas cette décomposition, on voit bien que là, si je veux décrire le mouvement de chaque point comme ça librement, en fait, il va falloir que je le décompose tel que je viens de le faire, parce que c'est ça, le mouvement sous-jacent, c'est bien ça. C'est un mouvement accéléré à accélération constante du centre de masse et une rotation permanente autour du centre de masse. Ok? Donc la philosophie est celle-là. Donc maintenant, on va écrire, on va voir les conséquences en termes d'énergie et de moment cinétique. Donc, d'abord en termes de champ de vitesse. On a déjà vu le babar de la vitesse, la relation qui lie la vitesse de deux points quelconques. VB, c'est VA plus BA vectoriel oméga, ou plus oméga vectoriel AB si vous préférez. Bon. Eh bien ça, je peux l'appliquer pour trouver la vitesse d'un point I quelconque, du point MI, V du point MI, VI, la relier à la vitesse du point G, plus oméga vectoriel GMI. D'accord? Bon, ça, c'est pas considéré comme un théorème de Koenig, mais c'est ce qui est à la base de tout. On pourrait l'appeler le théorème de Koenig numéro 0. C'est juste le champ de vitesse du solide. Et vous voyez qu'on peut le comprendre comme la vitesse du point MI, c'est la vitesse du point G, plus ce terme-là. Et ce terme-là, c'est quoi? C'est le terme qui décrit une rotation pure. Rotation pure autour de G avec le vecteur rotation oméga. Vecteur rotation oméga. Donc c'est déjà l'essence de cette relation-là.
qui est juste le champ de vitesse du corps, on peut le lire comme la vitesse d'un point, enfin, quand on met le point G ici, la vitesse d'un point, c'est la vitesse du point G plus juste une rotation autour du point G. Alors, on va maintenant implémenter cette relation dans la définition de l'énergie cinétique et dans la définition du moment cinétique par rapport à un point quelconque. Pardon, ouais. Peut-être que je peux tout de suite... Non, pas tout de suite. Ok, donc l'énergie cinétique. Donc je prends un corps constitué d'un ensemble de points matériels, liés entre eux ou pas, peu importe. L'énergie cinétique totale du système, ça va être la somme pour tous les points I, V1,5 de MI, VI carré. Oui? Est-ce qu'on va mettre cette formule dans une application? Oui. Là, tout de suite. Vous voulez dire dans un exercice? Ouais. Peut-être, je ne sais Où pas. on applique, c'est ça? On va s'en servir pour démontrer le théorème là, par exemple. Mais ça peut servir quand on fait du roulement sans glisser, par exemple. On va faire un exemple tout à l'heure. On va faire un exemple. Donc, je calcule l'énergie cinétique du système. Et simplement, je remplace VI, la vitesse du point I. C'est là. Enfin, VMI, VI, c'est pareil, d'accord. Notation. Je remplace par ça. Donc ça fait somme sur tous les points I. Et 1,5 de MI. Ce truc-là au carré, c'est-à-dire je le développe à la volée, hein, VG carré, plus le double produit, 2 VG scalaire oméga vectoriel GMI, plus oméga vectoriel GMI au carré, module au carré. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça... Ça, je vais l'appeler, si vous voulez bien, V étoile I. Vous voyez pourquoi? Ça, c'est la vitesse du point I dans le référentiel du centre de masse. D'accord? Ce truc-là. Oui, ça, c'est bien d'appeler ça V étoile I. D'accord? Dans le référentiel du centre de masse, la vitesse du point I, c'est la vitesse du point I dans le référentiel R initial, moins la vitesse du point G, qui est la vitesse du référentiel du centre de masse. D'accord? Donc ça, je l'appelle V étoile I, c'est-à-dire c'est V de MI par rapport à R étoile. Ça va pour tout le monde? Toute notation? V étoile I. Et donc là, ici, j'ai effectivement V étoile I carré là. Eh bien, la seule chose que je voudrais faire là, c'est montrer que ça, c'est égal à 0. Enfin, la somme de ça. Alors, je vais poser. Donc ça fait... Le premier terme, ça fait 1,5 de somme sur I des MI, c'est-à-dire grand M total VG carré, plus le deuxième terme, vous avez ici le produit scalaire, c'est linéaire, le produit vectoriel, c'est linéaire, donc je peux mettre la somme là-dedans. Donc vous avez ici plus 1,5 fois 2, donc il y a plus de 1,5, donc plus VG scalaire oméga vectoriel somme sur I DMI GMI. Ok, plus somme sur I D1,5 de MI VI étoile carré. Ok, eh bien ça fait 0 par définition du point G.
somme des MI, GMI, c'est 0. Vous vous rappelez? Vous le voyez? Ouais. Définition du point G, ça c'est 0. C'est le milieu des masses affectées de leur coefficient. Donc je vous ai dit, il y a les deux caractérisations du point G qui sont équivalentes, mais celle-ci est très, très utile, en fait, bien souvent. Il y a celle où c'est la masse totale fois OG égale la somme des MI, OMI, qui est évidemment équivalent à ça, mais voilà, sous cette forme-là, c'est très clair. Donc ça, c'est 0. Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est EC étoile. C'est la somme des 1,5 de MV2 avec la vitesse dans le référentiel du centre de masse. Donc c'est l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse. Et donc on tombe, ça y est, vous voyez, c'est une ligne. En une ligne, on a le théorème de Koenig qui nous dit que l'énergie cinétique d'un corps, quelconque, ou d'un ensemble de corps, de ce que vous voulez, d'un système mécanique quelconque, c'est 1,5 de MVG carré, c'est-à-dire l'énergie cinétique du centre de masse affecté de la masse totale du système, plus l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse. OK? Donc, ça vous montre qu'on peut effectivement décomposer le mouvement. Il y a le mouvement du centre de masse, à la vitesse Vg, et puis le mouvement du corps dans le référentiel du centre de masse. Eh bien, ça marche pour l'énergie. L'énergie totale, c'est l'énergie du centre de masse, enfin l'énergie cinétique, plus l'énergie du corps dans le référentiel du centre de masse. On peut vraiment découpler les deux choses. C'est très, très, très pratique. Alors, on va faire exactement pareil pour le moment cinétique maintenant. Je laisse cette formule-là qui est notre formule de base, là. Donc, le moment cinétique maintenant, par rapport à un point O, c'est bon. Alors, sigma O, pour le système global, par définition, c'est la somme des MI, OMI vectoriel VI. D'accord? Le moment cinétique de chaque point individuel, je somme, et j'obtiens ça. Et je vais remplacer VI parce que ça vaut, c'est-à-dire VG plus oméga vectoriel GMI. Donc ceci, ça fait somme sur I des MI, OMI vectoriel VG, premier terme, plus somme sur I des MI, OMI, vectoriel, tout ça. Oméga vectoriel GMI. Alors, double produit vectoriel, bac moins cab. On peut peut-être simplifier des choses avant. Oui, on va simplifier. Ah oui, bah ça c'est V. En fait, je vais l'écrire directement. Bah, ça c'est VI étoile. Hein. Bah, je vais l'écrire VI étoile directement ici. Si pas la peine. Je ferai une autre remarque après. Voilà. Bon, bah en fait c'est tout. Hein. Parce que ça, du coup, ça là, donc c'est une somme de vecteurs vectoriels toujours le même. Donc, comme c'est distributif, je peux dire que c'est ce vecteur-là total, vectoriel VG, mais ce vecteur-là, par définition du point G, c'est l'autre écriture de la définition du point G, ça, c'est grand M ou M, grand M ou G. C'est la masse totale. OK? Définition du point G. OG, c'est somme des MI OMI divisé par somme des MI. C'est-à-dire grand M. Donc on a ça. Et puis ça, c'est quoi? Bah ça, c'est la même chose que ça, avec juste une étoile. Donc ça, c'est le moment cinétique par rapport à O, calculé dans le référentiel R étoile. Ouais. Par conséquent, voilà, en une ligne à nouveau, on a le deuxième théorème de Koenig qui nous dit que sigma O, le moment cinétique par rapport à un point O quelconque, hein, dans le référentiel R, c'est le moment cinétique du centre de masse. Tout se passe comme si c'était juste le centre de masse
M OG vectoriel VG plus le moment cinétique par rapport au même point O dans le référentiel du centre de masse. Donc il y a le mouvement du point G et le mouvement du corps autour de G, dans le centre de masse, dans le référentiel du centre de masse. Ça vaut pour l'énergie. Il y a d'une part l'énergie cinétique du point G et d'autre part l'énergie cinétique dans le référentiel du centre de masse. Et ça vaut pour le moment cinétique. Il y a d'une part le moment cinétique d'un seul point, le point G affecté de la masse M, avec sa propre vitesse. Ça, c'est son moment cinétique s'il était tout seul, plus le moment cinétique calculé dans le référentiel du centre de masse. Voilà, donc ça complète la décomposition. Et je vais juste rajouter une petite remarque, parce que c'est peut-être bien que vous l'ayez en tête. Il se trouve que le référentiel du centre de masse a une autre particularité, c'est que si on calcule le moment cinétique de n'importe quel corps dans le référentiel du centre de masse, eh bien ce moment cinétique ne dépend pas du point où on le calcule. Et ça, c'est très simple à voir. Vous rappelez le babar des moments cinétiques. Sigma B, c'est sigma A plus B1 vectoriel quoi? Regardez la dimensionnalité, si vous voulez, ça c'est MOM vectoriel B, d'accord? Donc là, il manque en dimension, il manque quoi là? Ouais. Une vitesse et une masse, donc une quantité de mouvement. Et en fait, la résultante du torseur moment cinétique, c'est la quantité de mouvement total du système. Donc ça, on l'a vu déjà, je le rencadre ici. Mais ça vous dit quelque chose d'intéressant, c'est que dans le référentiel du centre de masse, on a une propriété très importante, qui est que T-tot, la quantité de mouvement total, est nulle. Parce que la quantité de mouvement total, je vous rappelle que de manière générale, c'est MVG. Le point G résume à lui seul tout le système du point de vue de la quantité de mouvement. Mais si on est dans le référentiel du centre de masse, par définition, VG vaut 0. D'accord? VG étoile dans le référentiel du centre de masse, c'est évidemment 0, puisque le point G est immobile dans ce référentiel-là. Donc ça, c'est 0, et par conséquent, dans R étoile, bien sûr, pas de manière générale, mais dans R étoile, sigma B égale sigma A, quel que soit B et A, du coup, donc le moment cinétique ne dépend pas du point par rapport auquel on calcule, et donc souvent, on ne met pas d'indice là, c'est pas la peine, et on l'appelle simplement sigma étoile, par exemple, sans préciser autour de quel point, puisque de toute façon, ça ne dépend pas du point. Enfin, c'est une notation, ça, on peut prendre une autre, mais... Ok, donc le moment cinétique ne dépend pas du point par rapport auquel on le calcule, uniquement dans le référentiel du centre de masse. En fait, pour que ce soit vrai, il faut et il suffit que P-tot égale 0. Ça définit... Alors, en toute rigueur... Oui, ça définit centre de masse. Ok? Ben voilà. C'est pas si mal. Alors, je voudrais faire aujourd'hui le changement de référentiel et j'aurais bien aimé faire quelques exercices encore avec des moments. Il est quelle heure? 14h30. Peut-être on fait un petit exo rapidos. Vous avez des questions là-dessus, non? Ça va? On peut faire un petit exo rapidos sur des équilibres de moments, parce que finalement, on a utilisé les moments dans de la dynamique, on a fait rouler des choses, ou tourner des poulies. Ah oui, jetez vraiment un coup d'œil à la correction de l'exercice sur le cylindre qui tourne à l'occasion ce week-end. Enfin, je pense qu'il faut... Ou alors on le fait, mais on va perdre notre temps. Vu que c'est fait, regardez la vidéo. Alors, allez, un petit exercice classique, puis après on fera
Allez, peut-être 2, on fera la règle de Sommerfeld aussi. On va commencer par la règle de Sommerfeld. Allez, archi classique. Non, pardon. On va d'abord faire le bout de cours que je vous promets depuis un moment sur le point d'application des forces et le fait que on peut ramener le poids. Ah là là, oui, ça c'est tout série de trucs encore. On peut ramener le poids d'un corps en un point qui est son centre de masse. Ah là là. Ouais. Allez, alors. Pour introduire les opérateurs vectoriels proprement. Non. Je vais juste montrer que. Ok, prenons un corps. Un corps solide, hein, donc pas déformable, d'accord. Et je m'intéresse au poids de ce corps. Ce que vous avez toujours fait depuis que vous êtes né, c'est de dire, ben, le poids, c'est mg. Et vous avez dit, il s'applique, enfin, on vous a dit et vous avez répété, pas forcément en vous demandant pourquoi, ben, ça s'applique au point G, le centre de masse. Mais vous êtes bien conscient que il n'y a pas un poids qui s'applique en un point. En réalité, il y a ce petit bout qui a ce petit poids, celui-là qui a celui-là, celui-là qui a celui-là, celui-là qui a celui-là. Qu'est-ce qui nous autorise à dire que tout ça, c'est-à-dire le système des forces vertes, là, de toutes les forces élémentaires sur chacun des constituants élémentaires, ou chacun des petits volumes élémentaires, si vous voulez, là-dedans, qu'est-ce qui nous autorise à dire que cet ensemble de forces, qui s'appliquent toutes en des points différents. Or, on a vu que l'endroit où s'applique une force, c'est capital pour ce qui va arriver au solide. Hein, la même force appliquée à deux endroits différents ne produit pas la même chose, puisque ça n'a pas le même moment, donc ça n'entraîne pas la même rotation. Donc, qu'est-ce qui nous autorise à dire que toutes ces forces appliquées en des endroits très différents est équivalente à une force qui s'applique en un point? Évidemment, c'est ultra simplificateur. Si jamais c'est vrai, c'est génial. Parce que du coup, on peut traiter une infinité de forces qui s'appliquent chacune à des endroits différents, qui produisent donc chacune un moment particulier par rapport à un point. La somme de tout ça, je vais pouvoir la traiter comme une seule force en un point. C'est génial si je peux faire ça. Alors, on peut faire ça. Premièrement, pourquoi? Deuxièmement, quelle force et à quel endroit? Alors, et la réponse, vous la connaissez déjà, c'est qu'on vous a toujours dit, c'est équivalent à une seule force qui est la masse totale, enfin le poids total qui s'applique au point G. Mais on va le montrer maintenant. En fait, vu que l'effet des forces sur un solide indéformable est entièrement caractérisé par ce qu'on a appelé le torseur des forces, c'est-à-dire la résultante des forces et le moment des forces par rapport à tous les points possibles, il suffit de montrer que cette force-là appliquée là a le même effet, donc pour la translation comme pour la rotation, c'est-à-dire la même résultante et le même moment que toutes ces forces-là. Alors faisons-le. Alors pour la résultante, c'est facile. La somme de toutes les petites forces, la somme des MI, G, pardon, ça, effectivement, c'est la somme des MI fois G, c'est-à-dire grand MG. Donc, OK, la somme des forces est la même. Du coup, ça aura le même effet sur le mouvement du point G, puisque le mouvement du point G, c'est M dvg sur dt égale somme des forces, somme de toutes les forces qui s'appliquent sur tous les points, c'est-à-dire somme sur I des LG, c'est-à-dire grand MG. Donc, l'effet sur le centre de masse, que ce soit une infinité de forces qui s'appliquent en des points différents, ou bien
une seule force qui s'applique d'ailleurs peu importe où, ça aura le même effet. Maintenant, le peu importe où, c'est là que c'est différent, c'est que ça va, enfin, la différence va intervenir sur l'effet de rotation, donc sur le moment. Donc maintenant, on va calculer simplement le moment de la force, enfin de l'ensemble des forces par rapport à un point O. Le moment d'un point O quelconque. Le moment au point O, bah, c'est la somme pour tous les constituants du corps des OMI. Donc on part du point O, calcule le moment, on va jusqu'au point d'application MI, vectoriel, la force en question, et la force en question c'est MIG. Eh bien ça, le MI je peux le mettre là, donc ça fait la somme des MI OMI vectoriel G. Et donc, bah ça c'est MOG par définition du point G. Donc ça c'est MOG, allez, on va le détailler énormément, MOG vectoriel G. Et donc je remets le M là, et donc ça fait OG vectoriel MG, le point total. Donc le moment par rapport à n'importe quel point, c'est le moment résultant de toutes les forces, c'est le même que le moment d'une force qui s'applique au point G. C'est QFD. Yes. Voilà. Donc ça prend une ligne, mais vous voyez que conceptuellement c'est important de comprendre ça. Mais en démontrant ça, on voit aussi quelque chose, c'est que ceci fonctionne dès lors qu'on a pu factoriser la... Voilà. Si G était différent en chaque point, ça ne marcherait juste pas. D'accord? Parce que vous ne pourriez pas faire ça. Évidemment, si G est différent en chaque point, à la fin, quand vous dites ça correspond à une force qui s'applique ici, mais avec quel G? Avec le G d'ici ou le G d'ailleurs? Bah, avec une espèce de moyenne de tous. Alors, tant que toutes les forces sont parallèles, on peut effectuer la moyenne des forces et l'appliquer en un point. Si les forces ne sont pas parallèles, c'est un peu plus compliqué, il faut décomposer sur différents axes. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez un jour tomber sur un problème qui vous fasse faire le calcul, why not? Mais en tout cas, il faut avoir vraiment compris ça, qu'un ensemble de forces, et je vais le généraliser tout de suite, donc un ensemble de forces, un ensemble de forces qui sont parallèles entre elles peut se ramener à une force appliquée en un point. D'accord? Ça, c'est la démonstration que l'ensemble des forces vertes, c'est une force jaune. D'accord? Ça le démontre puisque c'est la même résultante et le même moment. Donc ça aura le même effet mécanique. Bien sûr, c'est pas pareil en vrai. Bien sûr que les vraies forces, elles s'appliquent là. Mais ça a le même effet sur le solide. Ça a le même effet parce que c'est un solide et que donc le mouvement est caractérisé uniquement par la translation globale et la rotation autour du centre de masse. Évidemment, si le corps est déformable, alors ça change tout qu'il y ait une force qui applique là et là, parce que je sais pas, ça va le faire couler ou quoi. Évidemment, vous ne pouvez pas ramener plein de forces à une seule force si le solide est déformable. Si le corps est mais s'il est indéformable, ben voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce centre de masse aussi le centre de gravité, parce que c'est là que s'applique la gravité. On peut faire comme s'il n'y avait qu'une force qui s'appliquait en ce centre, en ce point-là. Ok ? Alors, pourquoi j'ai voulu refaire ça? Ah oui, parce qu'on allait ensuite, faire un exercice. Voilà, on allait faire un exercice qui nécessitait de ça. Donc, allons-y. Je peux effacer. C'est un petit aparté, mais d'abord, je vous l'avais promis. Et en plus, je pense vraiment que c'est utile d'avoir compris une chose comme ça. Alors, je prends... Donc, exercice. Je prends une barre, une tige. Et puis je la pose en appui sur deux. Alors on va dire. Voilà. Bon, ouais. Je la pose en appui sur deux points A et B.
horizontalement. Question, quelles sont les forces qui s'appliquent sur la barre? Alors, les forces qui s'appliquent sur la barre sont... Donc, on est dans un champ de pesanteur. Le poids de la barre, bien sûr, qui s'applique en son centre de masse. Alors, je n'ai pas dit si la barre était homogène. Admettons qu'elle ne le soit pas. Ou pas, je sais pas. Mettons que G est là, ok. Donc, je peux ramener toutes les forces de poids à une seule force ici, mg. Et puis, il y a la réaction des deux supports. Alors, ça va être vertical, il n'y a rien à compenser horizontalement, donc elles vont être verticales, ces forces. RA et RB. Question, que valent RA et RB? Alors, ce qu'on sait, c'est que puisque le corps est à l'équilibre, c'est que la somme des forces est nulle. Donc, évidemment, RA plus RB, ça, c'est moins mg. Ok, mais que vaut RA et que vaut RB? Comment ça se répartit, comment le poids se répartit sur les deux supports? Eh bien, on va simplement écrire l'équilibre du système. Il faut que la somme des forces soit nulle, mais aussi la somme des moments soit nulle. Et donc, on va calculer le moment, par exemple, au point G. Je vous rappelle que si la somme des forces est nulle, le moment des forces est le même par rapport à n'importe quel point. C'est le babar des moments. MB, c'est MA plus BA, vectoriel R, résultante. Si la résultante, la somme des forces est nulle, B égale MA. Donc on calcule par rapport à un point, ça suffira. Faisons-le par rapport au point G, par exemple, ou par rapport au point A d'ailleurs. Au choix. Allez au point G. Si je le fais, je sais pas, oui ou pas? Oui, allez. Je sais pas. Allez, par rapport au point G. Donc le moment par rapport à G des forces, la somme des moments, égale 0. Alors, le poids par rapport au point G, ça fait 0, moment, parce que ça passe par G, ok, d'où l'intérêt. Hein. Et on a ici, alors le moment de RA par rapport au point G, c'est par définition GA vectoriel RA. D'accord? Et puis le moment du point B de RB par rapport à G, c'est GB vectoriel RB. Donc cette somme-là est nulle. Alors ça vaut quoi ça? GA vectoriel RA, ils sont orthogonaux. Alors si j'appelle cette longueur-là RA, et celle-là RB, petit RB. J'ai ici RA, donc RA fois grand RA vers l'arrière. Je vais prendre un plus comme ça, par exemple. Alors, je l'oriente comme ça. Et donc là, je vais avoir donc la norme de RA fois petit RA. Et puis là, je vais avoir le signe opposé, ça va tourner dans l'autre sens, moins norme de RB, c'est-à-dire ceci égale ça. Et donc, en fait, vous voyez que RB sur RA, c'est petit RA sur petit RB. Donc, plus vous êtes proche du centre de masse, plus ça pèse, en fait. RB est plus grand que RA. Alors ça a une application magistrale qui s'appelle la règle de Sommerfeld. Vous n'avez pas une règle, un truc long, très long, le plus long possible. Ah, merci. C'est pas ce que j'appelle un corps solide indéformable. Ça va le faire quand même. Voilà. Et là, je vais rapprocher mes doigts.
et j'arrive au centre. Alors, là, voilà, si je pars de façon non symétrique, vous voyez, donc là, moi, ce que je fais, c'est juste ça. Hein. Mais, vous voyez que là, c'est ce doigt-là qui bouge. Si j'essaye de faire bouger l'autre, juste, ça ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire, si je ne bouge pas mon doigt, mais que je bouge celui-là, c'est la règle qui vient. Par contre, là, d'accord, là, c'est ce doigt-là qui bouge et pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un coefficient de frottement. Il y a un coefficient de frottement au contact ici. Et ce coefficient de frottement nous dit que la force de frottement, je vais l'appeler petit f, la force de frottement en A, ben, au maximum, ça vaut le coefficient de frottement fois RA, fois la réaction normale. Vous vous rappelez, c'est la définition du coefficient de frottement. Et en B, la force de frottement max, ben, c'est nu RB. Et si B est plus proche du centre, c'est-à-dire ce doigt-là, par exemple, bah, dans cette configuration-là, la force de réaction normale est plus grande sur le doigt qui est plus près du centre. Et donc, la force de frottement à cet endroit-là, elle peut être plus forte. Donc, quand je fais quelque chose pour... Enfin, quand j'applique une force horizontale, le premier endroit qui va lâcher, c'est celui qui peut fournir la moins grande force de frottement. L'autre, il va rester attaché tant qu'il peut. Donc le premier qui lâche, c'est celui qui peut fournir qui peut pas fournir une grande force de frottement, donc c'est celui qui a une petite force réaction transversale, donc c'est celui qui est loin. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce ne sera jamais l'autre doigt qui va bouger, quoi que vous fassiez. Alors, non, le truc, c'est que quand on a une grande barre et que c'est un solide et qu'il y a une grande différence entre le coefficient de frottement statique et dynamique, il se passe un truc très rigolo. C'est que vous partez, par exemple, donc, un doigt plus proche du centre. Donc, c'est ce doigt-là qui commence à bouger. Mais une fois qu'il bouge, le coefficient de frottement est plus faible. Donc, il va pouvoir dépasser le point symétrique. Parce que quand les deux points sont symétriques, R1 égale RB, alors grand R1 égale grand RB. Donc la force de frottement devient la même. Donc si vous partez symétrique, les deux vont bouger en même temps. Sauf que si vous partez de plus loin, au moment où vous arrivez au point symétrique, vous êtes déjà en mouvement. Donc le coefficient de frottement est plus faible, donc il va plus loin. À ce moment-là, donc il s'arrête. Et là, les deux sont statiques. Et donc, c'est celui-là qui bouge. Et qui va redépasser le milieu. Puis le milieu, puis le tac. Et vous allez finir au centre quand même. Mais en plusieurs fois. Tandis que si vous avez le coefficient de frottement dynamique qui est égal au coefficient de frottement statique, eh bien, celui-là va bouger jusqu'à ce qu'ils arrivent symétriques. Puis après, c'est la même force. Donc, c'est le même frottement. Et ils vont finir ensemble. Donc, vous pouvez voir la différence comme ça. Merci. Bon, voilà. Ça, cet exercice avec équilibre des moments est important, c'est classique. Il faut savoir faire ça, bien sûr. Mais il n'y a aucune difficulté. Hein. Vous écrivez que la somme des moments égale 0. Alors après, on peut imaginer des tas de configurations, des points de suspension un peu partout. Bon, ça ne change rien. Je voulais juste faire, en plus, l'exercice de l'échelle appuyé comme ça sur un angle, d'accord? Donc, un plancher, un mur. Et vous mettez une échelle, et avec un angle alpha. Question, que se passe-t-il? Alors ça dépend. Ça dépend. On va voir déjà si elle peut rester en équilibre comme ça. Alors s'il n'y a pas de frottement du tout, ça ne va pas le faire. Ça va glisser comme ça, mais alors pourquoi? Alors, on a le poids. Donc là, il y a mg. Là, il y a une réaction, ouais.
Je vais appeler ça A et B, RA. Je vais l'appeler N comme normal. Parce qu'après, on va avoir une tangentielle, si vous voulez. Donc là, on a à coup sûr NB comme ça. Ouais, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ouais, et donc, so what? Si NA vaut 0, bah, je mets NB égale moins MG. Et pourquoi? Si NA égale 0 et NB égale MG. C'est pas parce que la réaction elle se fait pas au centre de masse. Ah, la réaction, elle se fait au point de contact. Oui, bah oui, mais c'est bien ça le problème. Ouais, et donc, allez au bout du raisonnement, mais vous y êtes, hein. Intuitivement, on est d'accord, hein, mais là, j'ai bien la somme, je peux faire la somme des forces qui vaut Ouais, 0. le moment, il peut pas. Eh oui, c'est le moment qui ne va pas. On peut avoir somme des forces égale 0, mais si on a somme des forces égale 0, ça veut dire qu'on a un couple, on a NB comme ça, MG comme ça va tourner comme ça. Et alors, du coup, si ça a envie de basculer comme ça, bah, du coup, ça va appuyer là, et pour empêcher que ça appuie là, il va falloir que ça réagisse là. Et du coup, il y a une force comme ça, qui est compensée par quoi? Par rien, sauf s'il y a un frottement qui va compenser, et du coup, qui va être comme ça. Ok? Donc en fait, s'il n'y avait pas de frottement, ça basculerait. Alors, ça basculerait. Comme ça. Alors, il y aurait une force ici. Donc, enfin, ça voudrait basculer comme ça. Du coup, il y a une force qui pousse là. Cette force qui pousse là, c'est la somme des forces sur le corps, horizontalement, ce sera juste cette force-là. Donc, le point G va se déplacer avec cette force-là. Donc, ça va reculer. Du coup, ce truc-là va tomber, et puis ça va faire ce qu'on sait bien que ça fait. Mais mécaniquement, c'est ça qui se passe. Alors, écrivons déjà l'équilibre. Donc, il faut absolument un frottement là, sinon, évidemment, c'est pas bon. Alors, regardons par exemple, question, compte tenu d'un coefficient de frottement ici, mu, quel est l'angle maximal de l'échelle? Enfin, l'angle minimal. Minimal, en l'occurrence. D'accord. Alors, allons-y. Donc, angle limite. Alors, Il va y avoir un frottement. vous êtes d'accord que le frottement qui est ici ne peut pas empêcher la... Si on met un frottement là et pas là, ça ne peut pas empêcher l'échelle de tomber parce que ce frottement il va être dans cet axe-là. Nous, ce qu'on veut, c'est compenser ce NA là. Donc il faut absolument un frottement là. Il peut aussi y avoir un frottement là, mais en tout cas, il en faut un là. Là, il n'y a pas forcément un frottement, ça peut être je sais pas, ça peut être deux glaçons l'un sur l'autre ou un roulement à billes enfin, on pourrait imaginer qu'il y ait peu de frottement. On peut le négliger, mais on peut en mettre un. Vous en voulez un? On va le mettre. Vous l'aurez voulu. Allez, on va mettre un frottement ici. Du coup, alors, dans quel sens va être la force de frottement? Si ça bouge, ça a envie d'aller vers le bas, donc en fait, le frottement il va se manifester comme ça. Donc, je vais l'appeler TA, et puis on va lui mettre le même coefficient de frottement, du coup. Allez, alors on va écrire l'équilibre de ce truc-là, et puis on va bien voir à partir de quel alpha cette condition d'équilibre n'est plus possible. Alors d'abord, somme des forces égale 0. Donc mg, alors sur l'axe vertical, mg plus nb plus ta égale 0. Je peux d'ailleurs retirer les flèches puisque, en fait, voilà, c'est déjà projeté sur l'axe vertical. J'ai appelé ta la composante verticale. Par contre, ici, c'est moins mg. Donc j'ai mb plus ta qui vaut mg. OK. Équilibre des forces verticales. Équilibre horizontal, eh bien j'ai simplement na qui vaut tb. Alors, c'est les normes. C'est les normes, OK. J'appelle
que j'appelle TB, c'est la norme de TB, NA, c'est la norme de TA, etc. C'est que des nombres positifs. Donc ça, c'est petite entorse à ce qu'on peut faire d'habitude, c'est juste pour éviter de traîner des normes. Ok, donc on a déjà ces deux relations. Malheureusement, je vous rappelle qu'on a combien d'inconnus là? 1, 2, 3, 4. Alors par contre, on a alors les moments, ça va nous faire une troisième relation, et puis il y aura une autre, on verra. Alors les moments déjà, alors on calcule le moment par rapport à où? Alors on pourrait le faire par rapport à là, mais tant qu'à faire, on va le faire par rapport à un point qui élimine deux forces. Parce que le moment d'une force qui passe par un point, c'est 0 par rapport à ce point-là. Donc par exemple, si je le calcule par rapport à ici, j'aurai le moment du poids et le moment de ces deux-là, mais le moment de ces deux-là sera nul. Ou bien on le calcule là, enfin, bon, comme on veut. Ça vous va là? Ok, donc moment au point B. Alors je vais le projeter directement, je vais faire par rapport à l'axe. Non, allez, je vais le faire vectoriellement. Je définis un axe comme si ça tournait, ça tournerait comme ça. Donc il y en a tant qu'à faire, on va mettre des choses positives comme ça. Voilà, U delta comme ça, et je calcule le moment par rapport à B. Alors, ces deux forces-là, ça fait 0, c'est fait pour. Celui-là, c'est par définition BG, le poids, ça s'applique au point G. BG vectoriel MG, plus BA vectoriel TA, plus BA vectoriel NA. Ok? Voilà, définition des moments. Plus BB vectoriel NB, plus BB vectoriel TB qui sont nuls, c'est fait pour. Donc ça fait... Alors il faut donner une longueur, à l'échelle. Grand L. Ok. Alors, BG vectoriel MG. Donc soit on le fait produit des normes fois le sinus, soit on utilise la technique du bras de levier là, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on voit que ce poids, à quelle distance passe-t-il du point G à cette distance-là, du point B, pardon, à cette distance-là. Le bras de levier, c'est ça. Et ça vaut L sur 2 cos alpha. Donc en norme, ça fait L sur 2 cos alpha fois mg. Et en direction, BG vectoriel mg, ça vient vers nous. Effectivement, ça fait tourner dans le sens de U delta. Donc c'est plus. OK? Plus. Et tout ça, ce sera facteur de U delta. Alors, BA vectoriel TA, BA vectoriel TA, ça, TA, ça fait tourner dans l'autre sens. Donc ça va être avec un signe moins. Et en norme, eh bien, le bras de levier, c'est ça. Donc c'est grand L cos alpha. La force TA, elle passe à une distance L cos alpha du point B, de l'axe qu'on considère. Donc L sur, pas sur 2, non, L cos alpha, TA, et c'est tout. Ok? Et maintenant NA, alors ça fait tourner également dans le sens négatif. BA vectoriel NA vient vers l'arrière, si moins. Et en norme, là, ça passe à quelle distance de l'axe? L sinus alpha. Donc moins L sin alpha NA. Et ça doit être nul. À l'équilibre.
OK. Bon, bah, ça nous donne une troisième équation qui relie TA, NA, NB et TB, nos quatre inconnus. Je vais la remettre au-dessus là. Donc L, alors ça nous fait... bah, je peux diviser tout par L. Donc ça fait TA plus NA tangente alpha. Je divise par L cos en fait. Donc ça fait TA plus N tangente alpha égale mg sur 2. OK? Voilà. Trois équations, quatre inconnus. Il va falloir faire encore un petit effort. Alors, coefficient de frottement, voilà. On cherche l'angle limite. Ce qu'on sait, c'est qu'à la limite, on aura, à la limite du décrochage ici, on aura TB qui vaudra le maximum de ce que ça peut fournir. Donc, alpha limite correspond à... Alors... On va... ouais. Oui, parce que ça pourrait décrocher là, ou là, ou les deux. Si ça décroche que là, ah, c'est intéressant. Si ça décroche pas là, ça ne va pas décrocher là. Par contre, il se peut que TA plafonne avant que ici ça décroche. Rigolo. Bon, on va commencer ça. Je peux effacer ça? C'est bon? Allez. Ok. En tout cas, le décrochement, il sera ici, le dernier décrochement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si on demande ici, enfin, T1 peut plafonner là, du coup TA vaudra mu fois NA, en norme. Si ici ça ne décroche pas, ça ne va pas glisser. D'accord? Parce que ce qui s'oppose à ce mouvement-là, c'est cette force-là. Pas TA. Ce qui s'oppose au mouvement horizontal, c'est-à-dire ce qui compense NA, c'est TB. Donc, à la limite du décrochage, alpha lim correspond à TB max. Le alpha limite, c'est le TB max. Et TB max, c'est combien? TB max, c'est mu fois NB. Ben voilà une quatrième équation. On a ces trois-là et c'est là, quatre équations, quatre inconnues, il n'y a plus qu'à. OK? NB, je ne sais pas ce que c'est, notez bien. Mais je sais que ça vaut ça. Enfin, ça vaut mg moins TA. Enfin, en tout cas, j'ai quatre équations, quatre inconnues, en mettant ici TB max à la limite du décrochement. OK? Alors, comment on va résoudre ça astucieusement? On cherche alpha, en l'occurrence. Ah non! Ah oui, on a alpha limite, qui est une nouvelle inconnue maintenant. Ah oui, on cherche alpha limite. Donc, oui, d'accord. Soit on nous donne alpha et on peut voir si oui ou non c'est à l'équilibre, soit on cherche alpha limite, mais du coup ça devient une inconnue. Pardon, oui, vous alliez dire? Les équations, elles sont que sur l'alpha. Elles sont... Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça. On va calculer les grandeurs. Non. Oui. Une fois qu'on a TB max. Ah, une fois qu'on a TB max, on a NA. Une fois qu'on a NA, on a TA. Et donc on a tangente alpha. Ah oui, c'est ça. Donc on a le tangente alpha. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, alors allons-y. TB max vaut ça. Donc NA égale TB max, ça tombe bien. Mu NB. Et du coup ici, non. Du coup, on a ici deux équations à deux inconnues.
Bah non. Attendez, je suis perdu. Non. NB en fonction de NA. On a NB en fonction de NA. On le met là et donc on a TA, c'est ça? En fonction de NA. Donc on aura NA et tangente alpha. Non, on a quand même 5 inconnus et 4 équations. Donc il manque. Bah, il va falloir dire si ici, il faut écrire quelque chose ici aussi, ce coefficient de frottement. Si le coefficient de frottement est nul, ici, bon bah TA vaut 0, et ça y est, c'est fini. Premièrement, on le fait tout de suite. Allez, premier cas, et après, sinon, il faudra écrire quelque chose là-haut, et ça dépendra si ça décroche ou pas. Ouais, c'est intéressant quand même. Intéressant. Alors, premier cas, TA égale 0. Pas de coefficient de frottement. Ouh. Je vais faire mieux que ça. Premier cas, ça a déjà décroché là-bas. C'est un peu plus général. C'est pour ne pas faire 3 cas. Ok, non. Allez, premier cas, TA égale 0. On y va. TA égale 0, donc, il suffit de mettre ici mu NB tangente alpha limite égale mg sur 2. Ok, donc alpha limite égale arc tangente, tangente alpha limite égale mg sur 2 mu. Pas NB. Et NB c'est là. Ah oui, hein? Ah non, non, on est perdu. NB. Je me suis perdu. Ah oui, non. Et NB, NB c'est MG. Ouais, c'est ça. Donc, ben voilà. 1 sur 2 mu. Ok? Ouais? Égal. Évidemment, s'il n'y a pas de TA, la seule chose qui compense le poids verticalement, c'est NB. Donc NB vaut ça. Du coup, on a NB, du coup, on a TB. Si on a TB, on a NA. Et il n'y a plus qu'à mettre ça là. Et on a tangente alpha limite. Okay. Vérification qualitative. Si le coefficient de frottement est très grand, le tangente alpha limite est petit, donc effectivement, c'est bon. Plus mu est grand, plus on peut l'incliner. Plus mu est petit, moins on peut. Donc voilà, réponse à la question dans le cas TA égale 0. Alors maintenant, deuxième cas, TA n'est pas égal à 0. Alors si TA est pas égal à 0, donc on a un coefficient de frottement, et là, la question c'est est-ce que si ce coefficient de frottement est grand, c'est pas... On ne peut pas dépasser le TB. Si jamais TA est plus grand que TB, TB il devient limitant, de toute façon, là, l'échelle est obligée de tomber. Bah, c'est ça la question. Il ne peut pas se faire arrêter par TA, enfin, c'est pas possible qu'il le compense. Non, c'est pas le compenser, c'est qu'il y a un TB qui a peut-être déjà plafonné. Oui, mais s'il plafonne, la l'échelle va, quoi qu'il arrive, tomber, même si TA ne plafonne pas. Bah non, pourquoi? Bah c'est ce qu'on va le voir. Parce que, donc en fait, il y a deux cas. Soit, donc, quand lui plafonne, soit lui a déjà plafonné, soit il n'a pas déjà plafonné. Alors, premier cas, il a déjà plafonné. Je vais le dire ça comme ça. Limite atteinte en A. Si on a atteint la limite en A, alors c'est facile, on sait exactement que TA, ça vaut son max,
c'est-à-dire ça vaut mu NA. D'accord? Définition et coefficient de frottement. Yes? Et du coup, ben voilà, on a 5 équations, 5 inconnus, et on va y aller. Alors, je remplace, on fait tout pareil. Je remplace TA par mu NA là-dedans. Donc, on avait commencé par ça. Donc, on a NA qui vaut ça. Donc, on a TA qui vaut mu fois ça. On garde le même mu ou on en met un autre? Garde le même. Le même, allez. C'est pas nécessairement le même. Non, mais si, c'est là ce cas. Bon. Ok. Donc ça fait mu 2. Donc T. Non. Oui. TA qui vaut mu NA, ça fait mu 2 NB. Et donc là, NB c'est 1 sur mu 2 TA. Donc on a TA un facteur de 1 plus 1 sur mu 2 qui vaut mg. Ok? Du coup, ce TA, je peux le mettre là. Le NA aussi, et j'ai alpha. Ça marche. Alors, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais je vais donc remplacer TA ici par... C'est qui limite la monsieur? C'est A? C'est en A ou en B? Là, on suppose que c'est lui qui limite, c'est-à-dire que la limite est déjà atteinte ici. Limite atteinte en A. Donc, je suppose qu'on a plafonné ici. Comment on trouve alors NA égale à mu NB? On a TA égale mu NA. Du coup, NA c'est TB. Et TB c'est mu NB, parce que c'est là qu'on est à la limite. Tac. Ouais, c'est un peu... Donc, j'écris ça ici. J'ai mg facteur de mg sur 1 plus 1 sur mu 2 plus NA tangente alpha. Alors, je vais écrire NA c'est TB, c'est-à-dire mu NB et N... Si, NA c'est mu, je vais l'écrire là, NA c'est mu NB, c'est-à-dire c'est TA sur mu. NA c'est mu NB, et mu de NB c'est TA, donc NA c'est TA sur mu. Ah! Eh! Ah bah oui. Ouais? Bon bah c'est pas faux. Ok, donc TA égale mu NA, très bien. Donc là on avait déjà... Ok. Donc en fait ça c'est 1 plus mu, non, 1 plus 1 sur mu TA, etc. Ah non, 1 plus, non, c'est tangente à ça. Ok, non, rien. Alors, donc TA égale mu NA, donc NA égale TA sur mu, et TA c'est ça. 1 plus tangente alpha sur mu. Voilà, égale mg sur 2. Allez. Ah
non, on va savoir que les gens te le disent. Oui, c'est cher. Voilà. Donc le tangente alpha limite, il est là. Tangente alpha lim, il vaut... Alors, les mg s'en vont. Vous voyez que tout ça, ça ne dépend pas du poids. C'est juste le coefficient de frottement et l'angle. Ni de la longueur, ni du poids. Ah oui, parce que... Oui, c'est ça. Parce que plus le poids est grand, plus ça appuie fort. Enfin, ce qui compte, c'est le rapport entre NA et TA, c'est juste mu. C'est-à-dire, si le poids est plus grand, il faut plus de force pour le retenir, mais aussi ça appuie plus, et donc le frottement peut fournir d'autant plus. Donc, c'est normal. Ok, donc tangente alpha lim, ça fait 1 plus, ça fait 1 plus 1 sur mu 2 sur 2. Moins 1. Il y a un mu en 3 mu. Fois mu, fois mu. Ici. C'est ça? C'est-à-dire mu sur 2 plus 1 sur 2 mu moins 1. C'est-à-dire c'est vrai ça? Pourquoi votre mu il n'est pas multiplié par... Enfin, le moins 1 pourrait être multiplié par mu. Hein? Je pense que le moins 1 il doit être aussi multiplié par mu. Oui, moins 1. Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc ça fait mu sur 2 moins mu, ça fait moins mu sur 2. Donc ça fait 1 sur 2 mu moins mu sur 2. Bon. Bon, enfin, quelque chose. Alors maintenant, la question qui n'est pas triviale intuitivement, vous vous dites que si ça plafonne là, c'est mort. Ben, on va le voir. Hein. Donc, on est d'accord? Si ça plafonne là, donc s'il n'y a pas de TA, c'est réglé. Si ça plafonne là d'abord, c'est réglé. La question, c'est si ça plafonne là d'abord, vous vous dites que c'est mort dès que ça plafonne là. On va voir. On va voir. Moi, je pense que non. Mais on va voir. On va voir. Donc, l'hypothèse maintenant, donc troisième cas. Troisième cas. Donc, toujours TA différent de 0. Et limite atteinte. C'est-à-dire limite déjà atteinte en B. Ah ben, en fait, limite atteinte en B, c'est le même processus. Ah oui, non, sauf que la différence, c'est qu'on n'a plus de TA qui vaut mu NA. Donc, on a TB qui vaut mu NB. À ce moment-là, on a NA qui vaut mu NB, puisque c'est TB. Du coup, NA vaut mu NB, ouais. Du coup, on a et donc la limite, c'est quand TA vaut mu NA.
Bah ça, du coup, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Et donc, on va retomber sur la même équation. C'est normal que c'est symétrique. Je ne sais pas si c'est symétrique, mais en tout cas, vous croyez que c'est symétrique? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça décroche au même moment. Bah, on a pris les mêmes coefficients. Peut-être qu'on a pris le même On a coefficient. pris le même C'est pour ça que je voulais voir. Ah oui, c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, le truc s'équilibre de telle façon qu'ils vont décrocher au même moment, en fait. En fait, c'est normal, parce qu'il faut bien... Si ça bouge, ça bouge... Ah, non, non. Ah. Oui, au moment où ça bouge aux deux endroits. Ouais, bah ouais. Bah oui, oui. Même si les coefficients étaient différents, à partir du moment où ça bouge, ça va bouger. Ça peut... Ouais. C'est un solide, ça peut pas bouger là sans bouger là. Donc en fait, les deux derniers cas, c'en est qu'un seul en fait. Parce que évidemment, on écrit qu'on est à la limite sur les deux, donc à décrocher au même moment. Bon, bah, du coup, on a répondu. Voilà le alpha limite, c'est ça. C'est arc tangent de 1 sur 2 mu moins mu sur 2. Bon, ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Ok. Bon, allez, c'était un peu instructif quand même. Alors ça veut dire que si TA décroche, TB décroche. Bah oui, en fait, c'est normal. Ça pourrait pas glisser là sans glisser là, sinon elle se comprime. Ouais. En fait, implicitement, on a écrit que c'était un solide dès lors qu'on a écrit un équilibre des moments. C'est-à-dire qu'on a dit que ce qui caractérisait le moment... Enfin, on définissait l'ensemble du système, de la dynamique du système avec la somme des forces et la somme des moments. Ça exige que le corps est solide. S'il est solide, il ne peut pas décrocher là sans décrocher là, et inversement. Mais TA et TB sont indépendants, dans le sens où oui. TA dépend que de son coefficient de frottement, il ne peut pas dépendre justement de TB. TA, à la limite, il vaudra mu NA. Et TB, à la limite, il vaudra mu NB. Et le truc, c'est qu'ils seront à la limite au même moment. Donc quand on écrit TBNB, en fait, il faut aussi écrire TANA. On ne l'avait pas supposé et on l'a trouvé, hein, soit dit en passant. C'est contenu dans nos équations que quand il y en a un qui plafonne, oui, vous vous rappelez, c'est ce que j'ai écrit là, à un moment que je me dis, ah formidable, j'ai trouvé TA, CNA sur mu. Oui, c'est ce qu'on avait écrit le coup d'avant. C'est-à-dire que c'est une conséquence, il n'y a pas besoin de le supposer, c'est une conséquence du fait qu'on est à la limite pour l'autre. Ce qui est assez beau en fait. C'est contenu dans les équations d'équilibre que ça va décrocher au même moment. C'est assez fort, je trouve. Bon, bref. What time is it? Allez, on a une demi-heure pour faire les changements de référentiel. Donc on le fait en un quart d'heure et après on fait 2 exercices d'application en un quart d'heure. 1,5. Bon, je pense que c'était pas inutile ça quand même. Vraiment, c'était pas inutile. C'était pas inutile, j'espère. C'était utile, oui. C'est une double négation. Allez, alors changement de référentiel. On va commencer par un changement de référentiel galiléen. Que se passe-t-il quand on passe d'un référentiel galiléen à un autre? Alors si on passe d'un référentiel galiléen à un autre, on est d'accord que forcément le deuxième il est en translation uniforme par rapport au premier. Donc je vais appeler V0 la vitesse de R' par rapport à R. Je peux définir une vitesse de R' par rapport à R, parce que tous les points de R', si R' est en translation, donc tous les points de R' vont par rapport à R à la même vitesse, V0. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On va même écrire la transformée de Galilée. Donc, allez, un référentiel R, X, Y, Z,
Z, le référentiel R', Z', Y', X'. Et je vais supposer pour le plaisir, enfin pour la simplification, donc pas pour le plaisir, mais pour le principe, pour pas m'embêter pour rien, que V0, c'est V0 UX, et que je prends l'axe O'X', qui est le même que l'axe OX. Ça glisse le long de l'axe OX, et puis je prends les mêmes autres axes. Dans chaque référentiel, je peux choisir le système d'axe que je veux, mais je prends le système d'axe, qu'il soit parallèle comme ça, et je prends l'origine telle que O et O' coïncident à t égale 0. Ça, on anticipe un petit peu sur la relativité. Maintenant, je m'intéresse à la position d'un point M dans ses coordonnées x, y, z à l'instant t. Donc à un certain instant, le point M se trouve quelque part. Et je m'intéresse à ses coordonnées dans le référentiel R, et puis par ailleurs à ses coordonnées dans le référentiel R'. Le même point, je peux le repérer dans différents référentiels. Donc en choisissant ce repère-là et ce repère-là, donc O, X, Y, Z, O', X', Y', Z', défini tel que, en fait, il y a un glissement de l'axe OX' le long de l'axe X. Alors, donc j'ai OM qui vaut X, X, plus Y, plus Z, Z. Et puis, j'ai O'M, donc ça c'est dans R. Et dans R', j'ai O'M qui vaut X' UX, plus Y' UY, plus Z' UZ. Le même point, au même instant, oui, mais UX' c'est UX, justement, je choisis un repère tel que UX' égale UX, UY' égale Y, et UZ' égale UZ. D'accord ? Mais, enfin, vous avez raison, c'est le même. J'ai choisi le truc comme ça. Je pourrais l'écrire en deux lignes. D'abord avec les primes, puis égal sans les primes. OK. Bon, très bien. Première question. Que vaut X', Y', Z' en fonction de X, Y, Z? Alors, X', vous dites c'est X plus V0t. Si X' va par là, un point M ici a un X' plus petit que X. Donc c'est moins V0t. D'accord? Ouais? Oui? Le point ici, le point qui est à l'abscisse X', c'est cette longueur-là. Et X, c'est celle-là. Donc X, c'est X' plus VT. C'est dans l'autre sens. Oui? V0, il est par là, c'est V0 UX. Donc ça va par là. Ok? Ouais? Oui? Non? D'accord? Et O', là, avance par là à la vitesse V0. Il est parti d'ici à t égale 0. T égale 0, O' était là.
Donc à l'instant t, O' se trouve à V0t. À l'instant t, il est là, O' de t. Donc maintenant, la coordonnée du point M, qui était à juste l'abscisse, et à l'abscisse x. X, c'est tout ça, c'est l'abscisse. Et x', c'est ça. Donc x égale x' plus v0t. Ouais? Bon. Donc x' égale x moins v0t. Y', j'ai pris les axes exprès pour que ce soit simple, y' égale y. Et z' égale z. Hein? Parce que j'ai choisi d'orienter l'axe x dans le sens de la translation. Donc voilà la transformée toute bête des coordonnées. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de Galilée, ou de Newton, ou classique. C'est celle qui est valable en physique classique. J'ai juste dit l'évidence qui nous paraît évidente. Et il y a une équation cachée ici, qui est que t' égale t. C'est-à-dire que c'est le même temps dans tous les référentiels. Il y a une coordonnée temporelle unique, il y a un temps absolu. Donc voilà, ça c'est Galilée, Newton, physique classique. Voilà la transformation standard quand vous avez deux référentiels en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. Alors évidemment, si la translation n'est pas suivant l'axe UX, ça ne va pas être... ce sera d'autres coordonnées, mais enfin voilà. Par essence, c'est ça. Alors, ça c'est la transformation des coordonnées. Maintenant, la transformation des vitesses. Quelle est la vitesse? Alors si, au point M, en fait, on a un corps qui est en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a un x de t, un y de t, un z de t. Alors évidemment, il a aussi un x' de t, y' de t et z' de t. Donc, je ne considère pas un point fixe dans le référentiel, mais un point qui bouge, c'est-à-dire un corps solide qui bouge dans l'espace, et je regarde sa position dans R, repérée par ses coordonnées x, y, z, et puis sa position dans R', repérée par ses coordonnées x', y', z'. Alors, quelle est sa vitesse dans R? Par définition, sa vitesse mesurée dans le référentiel R, eh bien c'est V égale D de OM sur dt. Ok? Et donc, eh bien c'est x point ux plus y point uy plus z point uz. Yes. Et sa vitesse dans le référentiel R', c'est V', je la note V', par définition, c'est D de O'M sur dt à l'instant t. Alors ce serait normalement D de O'M sur dt', dérivé par rapport au temps du référentiel R', mais je suis au classique et donc le temps est le même pour tout le monde. Donc ça me donne x' point ux' et ux' c'est ux, plus y' point y, plus z' point z. Et comme j'ai x', y', z, x', y', z', j'ai qu'à dériver, et je vois que x' point, c'est x point moins v0. Plus y point y, sur x, pardon, plus e point y, plus z point uz. Et par conséquent, je peux réécrire ça comme x point ux plus y point uy plus z point uz, c'est-à-dire v moins v0 ux. J'ai
j'ai décidé d'appeler UX l'axe de translation, mais ça pourrait être n'importe quel axe. En tout cas, ça, c'est le vecteur V0. V0, UX. Donc finalement, j'obtiens... Ah, je vais passer un peu, c'est pas grave. J'obtiens finalement que V', c'est V moins V0. Ou si vous préférez, V, c'est V0 plus V'. Ça s'appelle la loi de composition des vitesses, classique. Quand vous avez un corps qui va à une certaine vitesse par rapport à un référentiel, qui lui-même va à une certaine vitesse par rapport à un autre, et la vitesse du corps par rapport à l'autre référentiel, c'est juste la somme vectorielle des deux vitesses. Okay. C'est la loi de composition des vitesses. On dit que c'est une loi d'addition des vitesses, donc c'est une loi de composition additive des vitesses, pour être plus rigoureux, quand on passe d'un référentiel à un autre en translation. Il faut juste ajouter la vitesse de translation. Que vous pouvez réécrire autrement, ici, d'une façon qui va être très claire, la vitesse de m par rapport au référentiel R, si on est d'un point m quelconque par rapport au référentiel R, c'est la vitesse de m par rapport au référentiel R', V', plus la vitesse de R' par rapport à R. Comme si c'était des produits de fractions. Bon. Archi classique, archi standard. Vous savez bien que si vous marchez à 5 km/h dans un train qui va à 100 km/h, en fait, vous marchez à 105 km/h par rapport au quai. Bon. Enfin, si vous allez dans la même direction, si vous allez dans l'autre direction, ça fait 95. Ça s'ajoute. Alors évidemment, il y a un petit problème avec ça. C'est que si vous considérez la lumière qui va à 300 000 km par seconde à peu près, 297, 299, 792, 458 par seconde, dans la direction du train, par rapport au quai, elle devrait aller à cette vitesse-là, la vitesse de lumière, plus 100 km/h. Et ça va plus vite que la vitesse de lumière. Ça, vous devez savoir que c'est impossible. Alors la raison, c'est qu'en fait, cette loi-là, elle est valable pour des vitesses petites devant la vitesse de la lumière. Mais alors c'est très troublant parce que, en fait, cette relation-là, que j'ai démontrée en passant par les coordonnées, je peux la démontrer de façon complètement générale en disant simplement que V, c'est D de OM sur DT, et OM, c'est O' plus O'. Ça, c'est imparable. Hein. Et donc ça fait D de O' sur DT plus D de O' sur DT. D de O' sur DT, bah, c'est V0, c'est la vitesse du référentiel R' par rapport au référentiel R. Donc j'ai V qui vaut V0 plus D de O' sur DT, c'est bien la vitesse de M par rapport à O'. Donc ça, c'est V'. Vous voyez, j'ai redémontré là en une ligne, simplement en introduisant le point O' là-dedans, que V, c'est V0 plus V'. Bah oui. Sauf que ça, c'est vrai qu'en classique. Alors exactement, qu'est-ce qui est faux là-dedans? C'est ça. Ça, enfin, ceci est vrai, V vaut ça, et ça vaut ça, et ça vaut ça, mais ça, c'est pas V'. V', c'est D de O' sur DT'. Donc si on suppose que T égale T', alors on a pour conséquence ça, mais en fait non. Donc dans la transformation de Galilée, oui, T' égale T, et donc on a l'addition des vitesses vectorielles classiques, mais n'oubliez pas que ceci n'est vrai qu'à condition qu'on fasse cette hypothèse, et la relativité restreinte, donc on verra un peu plus tard, dont on verra certains aspects un peu plus tard, consiste justement à cesser de supposer ce truc-là. Parce qu'après tout, on n'en sait rien. Si on cesse de supposer que ça, c'est vrai, alors on peut chercher la transformation des coordonnées la plus générale possible,
qui satisfait aux principes fondamentaux, c'est-à-dire homogénéité de l'espace, isotropie de l'espace, et le principe de relativité, c'est-à-dire que les lois sont les mêmes dans tous les référentiels. Quand on fait ça, on trouve une autre transformation, pas celle-là, une autre, qui est la transformation de Lorentz qu'on écrira une autre fois. Ok, donc en tout cas, je poursuis, donc on ne fait pas de relativité aujourd'hui, on est d'accord? Donc on a trouvé V en fonction de V' ou V' en fonction de V. Donc on avait la transformation du point. On vient d'avoir la transformation de la vitesse. Quelle est la transformation de l'accélération? Eh bien c'est simple. L'accélération du corps dans R c'est A égale dv sur dt par définition. Et l'accélération du même corps, bien sûr, dans R', eh bien c'est A' égale dv' sur dt. Bah, il suffit d'écrire. V' c'est V moins V0. Donc ça fait d de V sur dt moins d de V0 sur dt. Et comme V0 est constante, puisqu'on a une translation uniforme, on est passé d'un référentiel galiléen à un autre. Ça, en fait, c'est 0. Et donc, on trouve que A' égale A. Donc l'accélération d'un corps ne dépend pas du référentiel. Sa vitesse, oui, bien sûr, mais pas son accélération, tant qu'on est dans un référentiel galiléen. Or, l'accélération, c'est la force. Enfin, la masse fois l'accélération, c'est la force. Donc la force est la même dans tous les référentiels galiléens. Les forces sont les mêmes. Ma' égale Ma égale somme des forces. Donc si vous avez, si vous écrivez, si vous résolvez les équations du mouvement dans un certain référentiel galiléen, Ma égale somme des forces, relation fondamentale de la dynamique, vous pouvez écrire dans un autre référentiel galiléen exactement la même loi. Si M1 égale somme des forces, alors aussi Ma' égale somme des forces. Donc ce sont les mêmes lois qui s'appliquent dans tous les référentiels galiléens. Ok. Alors maintenant, on va... Je crois qu'on va faire juste... Oui, ok. On ne fera pas les exos aujourd'hui, finalement. Donc maintenant, on va faire un changement de référentiel. Pas nécessairement galiléen. On se met dans un autre référentiel quelconque. Donc on passe de R à R', et ce n'est plus vrai que R' est en translation uniforme par rapport à R. Alors allons-y. Donc j'ai toujours OM qui vaut x de TUX plus y de TUY plus z de TUZ. Ça c'est la position du point M à l'instant T considérée dans le référentiel R. Et dans R', mon nouveau référentiel qui n'est pas forcément galiléen maintenant. Donc là, je mets l'égal à non gal de R à R' non galiléen. Le même point au même instant est repéré par ses coordonnées x', y', z'. Et sauf que là, effectivement, maintenant, j'ai un ux' qui n'est pas nécessairement ux, j'ai un uy' qui n'est pas forcément y, et j'ai un uz' qui n'est pas forcément uz. Donc dire que le point M a pour coordonnées x, y, z dans le référentiel R, dans la base cartésienne orthonormée ux, uy, uz, c'est dire que OM égale ça. Et ce même point a pour coordonnées x', y', z' dans la base ux', y', uz', orthonormée directe dans le référentiel R', ça veut dire que O'M égale ça. Et maintenant, je vais calculer les vitesses. Donc je vais calculer la vitesse du point M dans le référentiel R.
Oui, enfin, je vais dériver ça par rapport au temps et je vais comparer la vitesse dans R' et la vitesse dans R. Donc, dérivons ce truc-là. D de O'M sur dt. Ça va me donner la vitesse, le vecteur vitesse, dans le référentiel R'. Alors, je dérive. Okay. Alors, ça me fait x' point de t fois ux'. Moi, je vais récupérer tous les premiers termes, mais attention, il y a un autre terme, hein, il y a plus x' de t, d de ux' sur dt. Bien sûr. Ah, je vais le faire tout de suite. Plus pareil avec y et avec z. D'accord ? Plus idem y et z. Okay. Alors la question, c'est que vaut ça? Alors évidemment, ça dépend du référentiel en question. Alors, le référentiel, il va être caractérisé. Alors, allons-y. Je vais représenter le référentiel R. C'est R. Et puis le référentiel R'. Le vecteur ux', c'est le vecteur qui relie, alors je vais appeler ce point-là, je sais pas, A'. Le vecteur ux', c'est le vecteur O'A' dans où O' et A' sont fixes dans le référentiel R'. Quand je matérialise le vecteur ux' par le point O', l'origine du repère, attaché à R', et le point A', qui est voilà, à la distance 1, le long de l'axe x', dans le référentiel R'. Je fais ça juste pour démontrer un truc intermédiaire, qu'après on va balayer. Je fais ça pour que vous voyez d'où vient la relation que je vais écrire. Donc, d de ux' sur dt, c'est, du coup, calculé dans R, là, c'est d de O' A' sur dt, d'accord ? Donc, c'est, je l'explicite entièrement, je n'ai pas de difficulté pour vous. Voilà, c'est d de OA' moins d de OO' sur dt, d'accord? Et ça, je rapporte la position de A' à O, je dérive par rapport au temps. Ça, c'est la vitesse de A'. La vitesse sans prime, c'est la vitesse de A' dans le référentiel R. Et ça, c'est la vitesse de O' dans le référentiel R. Et maintenant, un petit coup de babar, et le tour est joué. Parce que VA', c'est VO' plus, que nous dit babar, A'O' vectoriel oméga. Ouais. C'est le champ de vitesse d'un corps solide, le référentiel, qui est en train de se déplacer, de tourner, de faire ce qu'il veut par rapport au référentiel R. Donc le référentiel R', il a un certain mouvement,
comme c'est un solide, puisque c'est un référentiel, les points restent fixes les uns par rapport aux autres, comme c'est un solide, il a un certain champ de vitesse qui est un torseur, enfin qui est caractérisé par la vitesse d'un point, voilà, celle du centre du repère, et un vecteur rotation. D'accord? La résultante cinématique, si vous voulez. Et donc, VA' moins VO', en fait, c'est oméga vectoriel au prime A'. C'est A' au prime vectoriel oméga, je préfère l'écrire comme ça, si ça ne vous ennuie pas. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Parce que ça, ben, c'est 8'. Moralité, ça c'est magnifique. D de UX' sur dt, c'est oméga vectoriel UX'. La dérivée d'un vecteur unitaire attaché au corps solide ou au référentiel, c'est pareil, par rapport au temps, c'est oméga vectoriel, le vecteur unitaire en question. C'est quelque chose de totalement général, j'ai rien supposé sur le UX' que j'ai pris, donc ça va être vrai aussi pour UY', aussi pour UZ', et aussi pour n'importe quel vecteur unitaire. Et ça, on l'a déjà vu en fait quand on avait écrit d de UR sur dt égale θ point Uθ. On avait UR θ, UX, UY. La dérivée de UR par rapport au temps, eh bien c'est oméga quand ça tourne comme ça avec l'angle θ. Oméga c'est θ point U qui vient vers nous, x, y, z, uz. Oméga c'est θ point uz. Et vous voyez que si vous faites oméga vectoriel UR, ça vous donne Uθ. Et pour norme, bah, θ point, puisque ça c'est de norme 1. Donc en fait, cette relation générale qu'on vient de démontrer là, ici, a pour cas particulier que d de UR sur dt, c'est θ point Uθ, que d de Uθ sur dt, eh bien c'est moins θ point UR, hein, parce que oméga vectoriel Uθ, ça fait moins θ point UR, enfin ça va dans ce sens-là, donc moins UR, est toujours avec θ point qui est juste la norme de UR. Okay. Donc ça c'est un truc complètement général, la dérivée d'un vecteur unitaire attaché à un référentiel qui se déplace de façon quelconque caractérisée par un vecteur rotation oméga, c'est ça, c'est oméga vectoriel le vecteur. Alors ça va nous permettre de réécrire la vitesse ici, cette vitesse-là, bah, en remplaçant ça par oméga vectoriel UX'. Donc on a ça plus ça, et pareil pour les Y, et pareil pour les Z. Donc on va juste réécrire tout ça. Ça va donner, alors je vais prendre d'abord tous les premiers termes, celui en X, celui en Y, celui en Z. Ça fait X' point de T, UX' plus Y' point de T, UY', plus Z' point de T, UZ'. Ça, c'est les trois premiers termes des trois coordonnées. Plus, je vais avoir le même oméga vectoriel UX', vectoriel UY', vectoriel UZ'. Donc c'est le même oméga à chaque fois. C'est le oméga qui caractérise le mouvement du référentiel. Donc je vais le mettre en facteur. Et j'ai oméga vectoriel. Alors, X', UX'. Et puis les termes pareils avec en Y et en Z. Donc plus Y', Y', plus Z', Z'. Voilà, c'est magnifique. C'est fini pour la vitesse. Après on fait l'accélération, si on a le temps. On n'a pas le temps.
On va voir. Vous le ferez vous-même. Oui, oui, oui. Voilà. Juste, on finit ça. C'est fini. Donc, on a finalement d2'' sur dt égale. Ça, c'est quoi, ça? Vous reconnaissez quoi, là? Vous reconnaissez la dérivée des coordonnées sans toucher à ça. C'est-à-dire, ça, c'est la vitesse. C'est la vitesse de m dans R'. Donc, ça c'est la vitesse de m dans M. Enfin, non, pardon. Je vais écrire. Donc, ça, c'est égal à V'. D'accord? Plus oméga, vectoriel quoi? Bah, ça, c'est au prime M. Ok, et maintenant, il me suffit d'introduire O là-dedans. Donc ça, c'est D de O, O' O plus D de OM, d'accord? Sur dt. Et celui-là, je le mets de l'autre côté. Donc finalement, j'ai D de OM sur dt qui vaut V' de t plus D de O' sur dt plus oméga vectoriel au prime m. Eh bien, ça, par définition, c'est V, la dérivée de M par rapport au temps. M rapporté au point O par rapport au temps. Donc ça, c'est V de t. Et vous trouvez que c'est égal à V' de t plus ce truc-là, qu'on appelle la vitesse d'entraînement. C'est quoi ça? Parce que ça, on est d'accord que ça, c'est V de O'. Donc, la vitesse d'entraînement ici, c'est V de O' plus oméga vectoriel au prime M. Ça, c'est le baba du point M. Ça, c'est la vitesse du point coïncident ça c'est une notion importante. Ça c'est le point coïncident avec M à l'instant T. Voilà. C'est le point du référentiel R' qui se trouve là où se trouve M à l'instant T. Ok. D'accord, j'arrête. Vous voulez que je répète la phrase? C'est le point. Si. C'est le point du référentiel R' qui se trouve là où se trouve M à l'instant T. Et donc, vous avez une composition additive des vitesses, mais la différence, c'est quand on a une translation, tous les points du référentiel R' vont à la même vitesse. Donc, vous ajoutez à la vitesse dans R' la vitesse du référentiel. Mais là, vous avez un référentiel qui est en train de tourner. Donc, tous les points n'ont pas la même vitesse. Eh bien, la composition des vitesses se fait en ajoutant à la vitesse dans R', la vitesse d'un des points du référentiel R', lequel, celui où on se trouve exactement à ce moment-là, évidemment. Allez, ok, on arrête.